Le garçon aux yeux inoubliables. Ce matin-là, le ciel était gris, bas, presque étouffant. Un de ces matins sans promesse, où la lumière peine à percer, où même l'air semble hésiter à circuler. Dans le vieux tribunal du centre-ville, les couloirs résonnaient des pas lourds des avocats, des murmures nerveux des greffiers, des soupirs des justiciables qui attendaient, numérotés, fatigués, parfois oubliés. La salle d'audience numéro 3, elle, était presque vide. Une affaire de plus, une affaire mineure, classée sans intérêt dans les colonnes du journal interne. Un garçon, noir, jeune, livré à lui-même, accusé d'un vol à l'étalage et de dégradation légère. Des faits presque insignifiants, dans un monde où les crimes graves prennent toute la place. Mais ce jour-là, cette salle, ce dossier, allait devenir le théâtre d'une scène que personne n'oublierait jamais. Le garçon entra escorté d'un agent. Il marchait lentement, la tête droite, les yeux fixés droit devant lui. Il avait 12 ans, peut-être 13, ou un peu plus. Difficile à dire. Il portait un vieux pantalon, trop court pour lui, un sweat trop large, et des baskets abîmées, à moitié défaites. Son visage, sombre et fin, était marqué par quelque chose d'indéfinissable, une maturité prématurée, une fatigue ancienne, un feu intérieur. Mais ce qui frappait le plus, c'étaient ses yeux. De grands yeux noirs, profonds, puissants, mais doux, presque tristes. Des yeux qui regardaient sans détour, sans peur, sans haine, mais avec une intensité telle que même le silence s'inclinait devant lui. La juge entra à son tour. Robe noire, dossier en main, démarche ferme, visage sérieux. C'était une femme de 48 ans, respectée, rigoureuse, réputée pour son impartialité, sa droiture, sa maîtrise parfaite du droit. Jamais un excès, jamais une erreur. Une colonne du palais. Imperturbable. Elle s'assit, feuilleta brièvement les pages, releva les yeux. Et croisa les siens. Elle le fixa une seconde, peut-être deux. Un frisson, presque imperceptible, lui parcourut l'échine. Un sentiment étrange, confus, immédiat, inexplicable. Le procès débuta. Les faits étaient simples, une tentative de vol dans une supérette, un vigile alerté, une fuite, une vitre cassée, une interpellation. Aucun antécédent, pas de parents connus, un foyer d'accueil saturé, un éducateur désabusé. Tout semblait écrit d'avance. Mais au moment où la juge lui demanda s'il avait quelque chose à dire avant le délibéré, il s'avança, lentement, droit, seul. Il se planta face à elle, leva les yeux, et dit, sans trembler, sans crier, sans détour. « Madame la juge, vous êtes ma mère. » Le monde s'arrêta. Une fraction de seconde, tout s'effaça. Le greffier suspendit sa plume, l'avocate ouvrit la bouche sans qu'aucun son en sorte, même le ventilateur au plafond semblait s'être figé. Un silence total. Surnaturel. Sacré. La juge, elle, blêmit. Son corps resta figé, mais ses yeux, eux, se brouillèrent. Elle voulut parler, mais aucun mot ne vint. Son cœur battait fort, trop fort, comme s'il voulait briser ses côtes. Une chaleur étrange monta de sa poitrine jusqu'à sa gorge. Son regard glissa lentement vers le dossier. Elle le rouvrit. Nom de l'enfant, inconnu. Prénom, Isaïe. Lieu de naissance, inconnu. Origine, incertaine. Foyer actuel, maison étoile, banlieue sud. Et pourtant, ce prénom, ce regard, ce ton de voix. Le garçon poursuivit, la voix calme, mais remplie d'une douleur ancienne. Je ne vous accuse pas. Je ne suis pas venu pour ça. J'ai vécu dans des foyers, j'ai dormi dehors parfois, j'ai mangé dans des poubelles, oui. Mais je suis debout. Je suis là. Et je vous ai reconnu. Pas à cause des papiers, pas à cause d'une enquête. Juste à cause de ce que je ressens. Depuis des années. Il inspira profondément, puis ajouta, en murmurant presque. Je voulais juste savoir si vous saviez. Si vous sentiez quelque chose, vous aussi. Parce que moi, depuis le jour où je vous ai vu à la télé, rendre un verdict dans une autre affaire, j'ai su. C'était vous. La juge, incapable de détourner les yeux, revoyait soudain des souvenirs qu'elle croyait morts. Elle avait 18 ans. Une grossesse cachée. Une honte familiale. Une décision imposée. Accoucher sous X, laisser partir. Ne plus jamais en parler. Faire des études. Devenir forte. Oublier. Mais rien ne s'oublie vraiment. Elle se leva, lentement. Tremblante. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait du secours, une réponse, une échappatoire. Mais tout le monde la regardait. Pas comme une juge. Pas comme une autorité. Mais comme une femme confrontée à une vérité brute,
nue, incandescente. Et dans cette salle, ce jour-là, il n'y avait plus ni crime, ni justice, ni loi. Il y avait juste un garçon, et une femme. Un lien. Une blessure. Une vérité. La juge referma lentement le dossier. Elle posa les mains à plat sur le bureau. Et dit, la voix brisée, presque inaudible. Audience suspendue, jusqu'à nouvel ordre. Puis elle se leva, contourna la barre, marcha jusqu'à l'enfant. Le regarda. De près. Très près. Et là, dans un souffle, presque sans voix, elle murmura. Ton nom, c'est Isaïe. Il hocha la tête. Et elle, les yeux pleins de larmes, ajouta. C'est moi qui t'ai donné ce prénom. Les larmes de la justice. Le lendemain, le soleil brillait timidement à travers les vitres poussiéreuses du tribunal. Le même bâtiment, la même salle d'audience, les mêmes murs gris, mais une ambiance différente. Quelque chose avait changé. Pas dans les procédures, ni dans les lois, non. Mais dans les cœurs, dans les regards, dans le silence qui précédait chaque mot. Ce matin-là, la salle numéro 3 était pleine, bondée, inhabituellement calme. On avait poussé les bancs contre les murs, ajouté des chaises, mais il n'y en avait pas assez. Des journalistes étaient là, des assistants sociaux, des magistrats venus d'autres villes, des anonymes aussi, émus, intrigués, bouleversés par ce qu'ils avaient entendu, ou deviné, la veille. Et au centre, seul, immobile, assis sur une chaise un peu trop haute pour lui, se trouvait Isaïe. Le garçon. Celui qui, la veille, avait arrêté le temps. Il était vêtu d'une chemise blanche, un peu froissée, une veste noire empruntée, trop grande, et des chaussures qu'il n'avait jamais portées avant. Il n'avait pas dormi de la nuit. Pas à cause de la peur. Pas à cause du stress. Mais parce que, dans son cœur, une porte s'était entr'ouverte. Pour la première fois, depuis des années, peut-être depuis toujours, une lumière était entrée. Une petite lumière, fragile, hésitante, mais réelle. La juge entra, lentement, comme si chaque pas vers lui était un pas vers elle-même. Elle n'avait pas mis sa robe ce matin-là. Elle ne tenait pas de dossier. Elle ne portait qu'aucun symbole de son autorité. Elle n'était pas venue juger, ni parler de loi. Elle était venue comme femme, comme mère, comme être humain. La salle se leva, par réflexe, puis se rassit, dans un silence total. Pas un bruit. Pas un souffle. Elle prit la parole. Hier, vous m'avez vu dans une fonction. Une posture. Une façade. Aujourd'hui, je suis la sans masque. Je ne suis plus la juge Élise Garnier. Je suis Élise, une femme qui a fui sa douleur pendant plus de 30 ans. Elle marqua une pause. Son regard vacilla. Puis elle continua, la voix tremblante, mais portée par une force qu'elle croyait perdue. Quand j'avais 18 ans, je suis tombée enceinte. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas voulu. Ce n'était pas autorisé. On m'a dit que c'était une erreur. On m'a dit qu'un avenir respectable ne pouvait pas commencer ainsi. Alors j'ai accouché seule, en secret, dans un hôpital de province. Je n'ai même pas demandé à te voir. On m'a dit, c'est mieux ainsi. J'ai dit, très bien. Et je suis partie. Elle ferma les yeux un instant. Des larmes roulèrent sur ses joues. Elle ne les essuya pas. Mais je ne t'ai jamais oublié. Ton prénom, je l'ai soufflé à l'infirmière, entre deux sanglots. Isaïe. Comme un murmure. Comme une promesse muette. Et puis, j'ai construit ma vie sur ce silence. Des années d'études, un concours, des centaines de décisions rendues, des centaines de visages croisés. Mais jamais le tien. Jusqu'à hier. Elle s'approcha de lui, doucement, pas à pas, comme on marche vers un sanctuaire, ou vers un abîme. Isaïe, lui, n'avait pas bougé. Il écoutait, absorbait chaque mot, chaque respiration. Quand tu m'as dit, vous êtes ma mère, j'ai senti le sol se dérober. Parce que c'était vrai. Parce que je l'ai su, immédiatement. Ton regard, c'est celui que j'ai évité toute ma vie. Elle s'agenouilla. Oui, là, devant tout le monde, devant les journalistes, les magistrats, les greffiers, devant l'institution entière. Elle posa une main sur ses genoux, leva les yeux vers lui. Je ne te demande pas de pardonner. Je ne te demande pas d'oublier. Je ne mérite pas ton amour. Je n'ai aucun droit sur toi. Mais, si tu veux, si tu en as la force, je suis prête à apprendre à être ta mère. Un silence. Long. Poignant. Sacré. Isaïe baissa la tête. Il ne pleurait pas. Il réfléchissait. Son cœur battait fort. Très fort. Et pourtant, au fond de lui, il n'y avait pas de haine. Il n'y avait plus de colère.
Seulement une question immense. Est-ce qu'on peut aimer une mère qu'on n'a jamais connue? Il leva lentement la main, la posa sur celle d'Élise. Une main fine, sombre, chaude, sur une main pâle, tremblante, usée. Et il dit, tout bas. Je voulais juste entendre ça. À ce moment-là, le tribunal s'effaça. Les lois, les codes, les procédures n'existaient plus. Seule restait l'émotion. Pure. Totale. Partagée. La salle ne fit aucun bruit. Personne n'applaudit. Personne ne se leva. Mais tous, dans leur cœur, dans leur âme, savaient qu'ils venaient d'assister à quelque chose d'inoubliable. À une rédemption. À un miracle. Quelques semaines plus tard, Isaïe fut placé dans un foyer provisoire, le temps qu'Élise, désormais suspendue à sa propre humanité, engage la procédure d'adoption de son propre fils. Et cette fois, elle ne laisserait personne l'éloigner de lui.